Ce soir, avec Stéphanie Bataille, nous allons commenter l'actualité du jour et de la semaine. Et d'abord, la dégringolade des marchés financiers européens. La bourse de Paris a dévissé de 4,5%. L'euro est à son plus bas niveau depuis 18 mois. Et face à cette crise, la zone euro s'inquiète et l'euroscepticisme semble gagner du terrain. Et d'abord en Grande-Bretagne, où le nouveau Premier ministre David Cameron est clairement opposé au transfert de nouveaux pouvoirs à Bruxelles. La politique s'invite au Festival de Cannes. La sélection de cette 63e édition est très en prise avec l'actualité. Avant même leur projection, plusieurs films font polémique et certaines personnalités politiques se mêlent aux stars du grand écran. Et pour le reste de l'actualité du jour, voici le tour de l'info en images préparé par Saveria Rojek. L'euro en chute libre à 1,24 $, un plus bas depuis octobre 2008. Après l'euphorie du début de semaine qui avait salué l'annonce du plan de sauvetage européen, les bourses ont décroché aujourd'hui dans le sillage de la monnaie européenne. Paris chute de plus de 4,5%. Les ministres des Finances du G7 se sont réunis par téléconférence pour évoquer justement la crise. 24 heures après le drame de Nantes qui a coûté la vie à un jeune homme, le débat est vif. Faut-il encadrer ou interdire ce genre de manifestation? Brice Hortefeux annonce une réunion de travail la semaine prochaine sur le sujet. Ce week-end, plusieurs apéros ont été interdits à Aubenas, Annecy, Chambéry et Troyes. 10 morts, plus d'une centaine de blessés. La Thaïlande s'enfonce dans le chaos. Depuis 24 heures, militaires et manifestants anti-gouvernement s'affrontent violemment dans le centre de Bangkok. 3 journalistes ont également été touchés par balles. Les chemises rouges accusent le Premier ministre d'avoir déclenché une véritable guerre civile. D'après le Figaro, le Conseil d'État estime qu'une interdiction totale du voile intégral ne reposerait sur aucun fondement juridique incontestable. Un avis respectable mais contestable justement pour Jean-François Copé, le patron des députés UMP. Le projet de loi doit être présenté mercredi en Conseil des ministres. Bonsoir Stéphanie Bataille. Bonsoir. Comédienne, humoriste, marraine de l'association Ni pute ni soumise. On peut dire que vous êtes sensible à la cause des femmes, oui. Même si votre one-man show s'appelait Les Hommes. Oui, je suis aussi sensible à la cause des hommes. Hein. Voilà, par votre conséquence. Bien sûr. Les Hommes, c'était l'histoire d'une trentenaire célibataire maîtresse de quinca. Voilà, bah oui, j'ai fait les remonter le moral du quinca. Le quinca est un petit peu en déperdition et c'est vrai qu'une trentenaire dans sa vie, généralement, ça le booste. Voilà. Ouais. Vous avez joué aussi Les Monologues du Vagin, où l'on parle d'histoires de femmes. Et dans votre premier roman, 1h14, publié chez l'éditeur, j'en ai perdu mon oreillette, vous racontez l'histoire d'une femme déchirée par une passion destructrice. On en reparlera tout à l'heure. Alors dans l'actualité du jour, il y a cette loi qui vise à interdire totalement la burqa. Le Conseil d'État redit aujourd'hui qu'il est contre. Vous trouvez que c'est une bonne solution ou pas? Non, moi je pense qu'au lieu d'interdire, il faudrait en parler. C'est-à-dire que je vois qu'on interdit également les fêtes sur Facebook. Ce qui serait bien, c'est justement réfléchir pourquoi les gens vont vers ça. Pourquoi les gens vont vers des soirées avec 5 000, 10 000 personnes. Il y a une perte de l'identité. Et je ne dis pas que c'est la même chose que la burqa, ce sont deux sujets complètement différents. Oui. Mais au lieu de dire tout de suite arrêtons, je crois que ce serait intéressant de réfléchir pourquoi les jeunes ont besoin de se rassembler. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement perdus. Je pense que les c'est pas vraiment nouveau ce phénomène d'alcool avec les jeunes. Parce qu'ils ont besoin d'oublier, on les fait plus rêver. Je veux dire, la politique ne fait plus rêver, ne donne plus aucun espoir. Quand on voit tout ce qui se passe, la bourse s'effondre, on leur demande de faire des études mais il n'y a pas de boulot. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir quand même poser les choses sur la table et dire vraiment ce qui se passe. Il faut arrêter de dire aux gens vous allez travailler 2 fois plus pour gagner 2 fois plus, ce qui est faux. Il va falloir travailler 4 fois plus pour gagner peut-être 5 fois moins. Ouais. Ça, c'est une vraie réalité. Mais sur la burqa, parce que vous êtes proche de Fadel Amara, qui est radicalement contre le port de la burqa. Quelle est votre opinion à vous? Moi, je pense que pour réfléchir au problème de la burqa, ce qui est intéressant, ce sont les hommes qui en parlent. Et donc Jean-François Copé, pour lequel j'ai de l'affection, mais ça serait bien aussi que les femmes parlent du problème de la burqa. Fadela en parle, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais aussi qu'on fasse porter la burqa aux hommes. Pourquoi c'est toujours la femme qu'on doit enfermer dans une cage? Le débat devrait aller beaucoup plus loin que ça. Pourquoi on devrait demander aux femmes de porter un voile pour se cacher? Moi, ça me paraît complètement dément. Je pense qu'il faut parler de l'identité. Quand les gens sont sur le sol français ou sur un autre sol, c'est vraiment leur poser des questions. Pourquoi vous êtes ici? Parler des racines, donner vraiment des cours d'histoire aux enfants en leur disant voilà, vous venez d'un horizon différent, mais voilà ce qui s'est passé en France. On s'est battu pour telle et telle liberté. Essayons de continuer main dans la main avec la plus grande
grande intelligence, mais surtout partageons notre savoir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens arrivent et je trouve que c'est une provocation. Je trouve que la burqa est une véritable provocation. Et c'est vrai qu'il faut l'interdire, il n'y a même pas à tergiverser, mais il faut en parler. En parler, l'expliquer. Voilà, l'expliquer, tout à fait. Alors, on passe à notre feuilleton de la semaine et le feuilleton, c'est l'après-élection législative en Grande-Bretagne. Après plusieurs jours de tractation, le Premier ministre travailliste sortant, Gordon Brown, a démissionné et le conservateur David Cameron a été nommé au 10 Downing Street. Mais comme sa victoire ne lui avait pas donné la majorité absolue, eh bien, il s'est rapproché du libéral-démocrate Nick Clegg, une alliance qui ressemble plutôt à celle de la carpe et du lapin. Élise Cardi refait le film pour nous. 5 jours après le résultat des élections législatives, lundi, la situation en Grande-Bretagne est toujours au point mort. David Cameron, le conservateur, est arrivé en tête sans majorité absolue et ne parvient pas à constituer un gouvernement. Les négociations triangulaires n'en finissent pas. Gordon a été clair, il devait rester Premier ministre de par la Constitution et voir de quelle manière la situation va évoluer. Nick Clegg et David Cameron ont commencé des discussions et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Nick Clegg dit qu'il souhaiterait entamer des discussions avec le Labour et voir de quelle manière cela évolue. Dans la journée, Gordon Brown surprend en annonçant son sacrifice politique. Ayant compris que c'est sa personnalité qui bloque un accord avec les libéraux, il promet de démissionner pour permettre à son parti de faire une alliance. Mardi, Nick Clegg a plus que jamais l'avenir du gouvernement britannique entre ses mains. Les Lib Dem doivent choisir entre conservateurs et travaillistes. Une journée de tractation acharnée. Le soir, Gordon Brown, qui a cru jusqu'au bout, abandonne son rêve d'être élu Premier ministre. Sa démission remise à la reine, il abandonne également ses fonctions au Parti travailliste et quitte le 10 Downing Street dans une émotion palpable. Thank you and goodbye. Du côté des conservateurs et des Lib Dem, ça s'accélère. David Cameron est officiellement nommé Premier ministre. Sa Majesté la Reine m'a demandé de former un nouveau gouvernement et j'ai accepté. Les tractations ont abouti. Nick Clegg accepte d'entrer dans un gouvernement de coalition avec les conservateurs. Il sera vice-premier ministre, accompagné de 4 autres ministres. Un mariage de raison tant les deux hommes s'opposent sur le fond, notamment sur l'Europe. Quand David Cameron est profondément eurosceptique, Nick Clegg, qui est marié à une Espagnole, prenait une entrée dans l'euro. Le premier problème, je pense, va être de former un gouvernement qui puisse sérieusement mettre en œuvre les changements nécessaires au niveau des dépenses publiques et des impôts. Et cela va nécessiter que les deux partis soient bien prêts à continuer à avancer ensemble si les choses deviennent difficiles. Mais mercredi, pour la première conférence de presse commune, les deux hommes affichent une unité de circonstances. Devant Downing Street, j'ai dit hier soir que Nick et moi, nous voulions mettre de côté les querelles de parti et travailler ensemble dans l'intérêt du pays. Dès le lendemain, jeudi, lors de la première réunion de cabinet, une seule décision a été prise pour réduire le déficit public, mais elle est hautement symbolique, la baisse de 5% du salaire des ministres. Et nous a rejoint sur ce plateau Alexander Lowe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste franco-britannique. Tout à fait. Et alors justement, est-ce que la Grande-Bretagne, à votre avis, va amener un courant eurosceptique sur le continent européen ? Les Britanniques n'ont jamais été les plus europhiles sur le vieux continent. Donc, et là, encore moins avec David Cameron. Effectivement, encore moins. Et il faut savoir effectivement que le nouveau Premier ministre est un eurosceptique notoire, qui avait des membres de son entourage qui sont encore plus hostiles à l'Europe que lui. Mais bon, à ses côtés, il a désormais Nick Clegg. C'est quelqu'un avec qui il faut composer parce qu'il faut se... C'est ce qui rassure un peu les partenaires européens, c'est la présence de Nick Clegg. C'est la caution européenne du gouvernement. Il faut être assez clair. Soyons honnêtes, les Britanniques n'auraient pas élu quelqu'un qui promettait l'adhésion à l'euro, de donner encore plus de pouvoir à Bruxelles. C'est quelque chose qui est assez mal vu de Londres. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir un changement brutal dans les relations britanniques avec le reste de l'Europe, tout simplement parce que le Royaume-Uni n'est toujours pas membre de la zone euro, ne le sera peut-être pas un jour d'ailleurs. Donc franchement, les Britanniques ont toujours eu cette relation de je t'aime moi non plus. C'est-à-dire quelque part, ils ne pourraient
pourraient pas s'imaginer sans l'appui de leurs voisins, mais également ils vont conserver leur indépendance, au fond leur insularité. Alors il y a un peu cet épouvantail de la Grande-Bretagne comme chef de file des eurosceptiques, mais il y a eu cette proposition cette semaine de Bruxelles de contrôler les budgets des États européens avant les parlements nationaux, levée de bouclier immédiate au motif qu'on nuit à la souveraineté des États. Est-ce que l'euroscepticisme gagne du terrain en Europe ? Alors, est-ce qu'il gagne du terrain en Europe ? Forcément. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'assister à quelques semaines absolument terribles pour l'idée européenne. On avait créé une monnaie qui était, à la base, c'était une idée politique. C'est devenu une réalité économique, mais sans pour autant qu'il y ait les fondamentaux. En économie, on dit que c'est une zone monétaire qui n'est pas optimale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des pays qui étaient dans cette zone, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et qui n'avaient peut-être pas encore les reins assez solides pour supporter une monnaie comme celle-là. On a eu la débâcle qu'on connaît, on a eu le problème des comptes publics grecs qui a également mis sur le devant de la scène les fragilités du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Irlande. Autant vous dire que cette désunion, quelque part, elle forcément leur a marqué les esprits et c'est peut-être pas le moment de demander, en tout cas déjà aux électeurs, de dire est-ce que vous voulez encore plus d'Europe, parce que les parlements sont vraiment échaudés et leur électorat risque de sanctionner tout européanisme exagéré. Mais pourtant, cette crise n'a-t-elle pas révélé qu'il faut plus d'Europe, qu'il faut une gouvernance économique européenne, qu'il faut aller vers un plus de fédéralisme ? À mon sens, vous avez deux voies possibles. Vous avez la première voie qui est de dire l'euro était une mauvaise idée, il faut arrêter les frais. D'ailleurs, on entend dire que même le président de la République aurait menacé de retirer la France de la zone. Oui, alors ça a été démenti, mais que la rumeur puisse sortir, c'est quelque chose, c'est quelque part, c'est révélateur de l'état d'esprit, parce que c'était quand même impensable il y a encore quelques semaines qu'on puisse un jour imaginer, penser que la France brandirait une telle menace. Donc vous avez soit la voie qui dirait on arrête les frais sur l'euro, soit il faut aller plus loin parce que quand on a une monnaie commune, voilà, il faut une économie commune et derrière cela, il faut plus de fédéralisme, il faut plus d'institutions communes. Pour l'heure, on manque d'un pilote qui puisse guider pendant la tempête. Là, on a vu, il y a eu une tempête, personne n'osait prendre les devants. On attendait la décision des Allemands pour savoir est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Pendant ce temps-là, on a fait quoi ? On a laissé les Grecs s'effondrer et pareillement, les Espagnols sont retrouvés dans une situation qui était inconfortable. Et si on en est aujourd'hui à demander des plans de rigueur un peu partout en Europe, c'est peut-être parce qu'il n'y avait personne pour piloter l'avion euro pendant le début des turbulences. On se retrouve avec une situation qui ne convient à personne finalement. Stéphanie Bataille, vous êtes europhile ou eurosceptique ? Moi, je suis pour l'Europe. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une très, très bonne idée. Maintenant, il faut arrêter de tricher. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on peut donner de l'argent, en veux-tu, en voilà, à des gens qui, éventuellement, ne pourront pas nous le rendre. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et vous pensez qu'il faut aller plus loin dans l'intégration européenne ou que là, tel qu'on est, cet entre-deux, ça suffit ? Est-ce que vous êtes prête à ce que Bruxelles contrôle le budget de la France avant même le Parlement français ? Pourquoi pas s'ils sont compétents. Moi, je veux dire, si les gens sont compétents, moi, ça ne me dérange en aucun cas. Je pense qu'il faut être compétent et savoir de quoi on parle. Et que je crois aujourd'hui, on a fait croire aux gens beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Parce qu'on leur a menti, parce qu'on ment aux gens. Et qu'à un moment donné, à force de mentir, c'est un château de cartes qui s'effondre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et à mon avis, ce n'est que le début. Ouais. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que l'Europe peut sortir de cette crise ? L'Europe devra sortir de cette crise. Sinon, on revient 20 ans en arrière et franchement, en économie, c'est une éternité. Ensuite, pour la question, les gens ont triché, on doit payer les pots cassés. Malheureusement, oui. C'est aussi simple que cela, les gens ont fait des bêtises. Mais en même temps, le problème, c'est que les contrôles n'étaient pas en place avant. Bien sûr, après, on s'aperçoit qu'il y avait des problèmes sur la comptabilité nationale, que les déficits a été maquillés, ça c'est sûr. Mais si vous laissez tomber la Grèce, vous laissez également tomber les Portugais, vous laissez tomber les Italiens et surtout vous laissez tomber les Espagnols qui sont dans une situation économique qui est tellement terrible qu'elle nous entraînerait à notre tour dans la crise. Mais là, quand on voit la frilosité des États pour qu'il y ait plus de contrôle, on ne voit pas comment on peut améliorer cette situation. Ah ben oui, mais il faudra le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas inverser les priorités. La priorité des priorités pour les économies européennes dans leur ensemble, c'est de sortir de la crise. Parce que la crise, on y est encore. On a une vague là, en début de semaine de comptes nationaux. C'est-à-dire qu'on connaît la croissance en France, en Allemagne, en Espagne. Elle est
nul, ou quasiment. 0,1% en France, 0,2% en Allemagne. C'est pas avec ça qu'on sort d'une crise, c'est pas avec ça qu'on fait baisser le taux de chômage. La priorité des priorités, c'est retrouver la croissance. Ensuite, bien entendu, on fera la rigueur. Ensuite, on fera plus d'Europe. Mais on a vraiment une impérieuse nécessité de retrouver une croissance digne de ce nom. Alors, on a posé la question à nos téléspectateurs via notre partenaire lefigaro.fr. Pensez-vous que la Grande-Bretagne s'éloigne un peu plus de l'Europe? Oui, ont répondu les téléspectateurs qui ont voté à 78%. Donc vous voyez, David Cameron fait quand même peur encore, en tout cas aux téléspectateurs français qui se sentent européens. Merci beaucoup Alexandre Arnaud d'être venu sur ce plateau. On passe à nos personnalités qui ont marqué la semaine. On a choisi le miraculé du crash de Tripoli, le pape, et Jafar Panahi, le réalisateur iranien. C'est un sujet de Marie Brémaud. Politique de la chaise vide forcée pour Jafar Panahi. Le fauteuil vide est celui du cinéaste iranien. Il n'a pas pu quitter les geôles iraniennes pour assumer sa place de juré au Festival de Cannes. Enfermé depuis plus de 2 mois à la prison d'Evin à Téhéran, le cinéaste insoumis est accusé de préparer un film contre le régime suite aux élections. Lion d'or à la Mostra de Venise en 2000, Ours d'argent à la Berlinale en 2006. Jafar Panahi n'aura pas l'occasion cette année de choisir la Palme d'or de cette 63e édition sur la Croisette. Benoît XVI s'est offert un bain de foule, mais son sermon a fait l'effet d'une douche froide au Portugal, car le souverain pontife s'est immiscé dans les affaires intérieures. 3 jours avant la promulgation du mariage gay dans ce pays profondément catholique, le Saint-Père a rappelé l'avis du Vatican sur la question, dangereux et insidieux. Si le pape ne bouge pas d'un iota sur l'avortement et l'union homosexuelle, il poursuit l'assainissement de l'Église catholique. Ainsi, il a explicitement reconnu la culpabilité de l'institution dans les affaires d'abus sexuels. Ruben, 9 ans, miraculé. Le jeune garçon hollandais est l'unique survivant du vol en provenance de Johannesburg et à destination de Tripoli. 103 personnes ont péri dans la catastrophe aérienne, dont ses parents et son frère aîné. Les secouristes ont trouvé Ruben attaché à son siège à l'extrémité d'un large champ de débris, là où l'Airbus A330 s'est écrasé. L'enfant ne se souvient de rien. Il est actuellement hospitalisé et soigné pour de nombreuses fractures. Héros d'un drame, malgré lui, le petit rescapé a reçu la visite de Seif al-Islam, fils du numéro 1 libyen Mouammar Kadhafi. Je suis heureux, fier, oui, mais surtout heureux. Et c'est un peu notre enfant à tous. C'est évident qu'il va y avoir un effet de rayonnement, un effet d'attirance. Rondeur féminine, courbe généreuse, pas moins de 5 ministres de la Culture sont venus célébrer la première décentralisation artistique. De Paris à Metz, l'art se transporte dans la capitale lorraine. Le centre Pompidou attire tous les espoirs d'une région économiquement dévastée. Les pompiers de ce territoire victime de la désindustrialisation se nomment Picasso, Matisse, Kandinsky ou encore Miro. Alors Stéphanie Bataille, quelle est la personnalité que vous retenez vous cette semaine? Écoutez, moi j'ai envie de tous les retenir, c'est un peu facile, c'est un peu bateau, c'est pas mon genre, j'aime bien me mouiller. J'aimerais parler de ce petit enfant, Ruben. Je trouve ça à la fois formidable et tragique qu'il soit le seul survivant. C'est un miraculé. Je trouve ça, c'est intéressant que ce soit un enfant de 9 ans qui soit encore vivant. J'aimerais également saluer ce réalisateur iranien. Je trouve qu'au niveau de la France, on aurait pu un peu plus bouger. Je trouve ça dramatique. Vous trouvez ça bien que le Festival de Cannes l'ait nommé comme membre du jury? Je trouve ça formidable de l'avoir nommé, mais malheureusement le siège est vide. Donc ça me traverse le cœur. Mais je trouve qu'on pourrait aller plus loin pour faire venir cette personne et puis parler un petit peu de tout ce qui se passe en Iran. Je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent. Surtout qu'il y a toujours une étudiante française qui est toujours retenue à Téhéran. On l'oublie pas et je crois que malheureusement les actualités, comme vous le faites très très bien, vont trop vite et malheureusement on oublie les gens qui sont en prison ou les gens qui sont dans le désespoir total. Puis j'aimerais simplement dire un mot aussi sur ce musée à Metz. Ça, je trouve ça formidable parce que ça donne aussi de l'espoir. J'aimerais qu'on en donne un peu. Et c'est vrai que ce musée est extraordinaire. Et puis j'aime bien l'idée d'avoir appelé cette première exposition chef-d'œuvre, point d'interrogation. Je trouve que ça pose beaucoup d'interrogations sur l'art contemporain. J'ai eu la chance de pouvoir feuilleter le catalogue qui est absolument magnifique, qui a un prix certes, mais par rapport à comment il est fait, je trouve pas
très onéreux. Il coûte 45 €. Il est très épais et surtout les textes sont formidablement bien faits. Donc celui qui ne connaît pas l'art contemporain peut s'y plonger. Celui qui le connaît peut découvrir de nouvelles œuvres. Il est très bien fait. Et ça vous donne envie d'aller à la messe? Ça me donne envie d'aller à la messe, oui, parce qu'il y a des œuvres absolument extraordinaires. Entre autres le Miro qui est sublime. Il y a un Bacon à tomber par terre et un Giacometti, une femme. Il y en a plein d'autres, mais il y a vraiment des œuvres formidables. Alors votre actualité à vous, c'est votre roman, premier roman, 1h14, publié chez l'éditeur, l'histoire de deux êtres qui vivent une passion avant de se déchirer, ou plutôt avant que l'un ne détruise l'autre. C'est une mise en garde que vous vouliez écrire? Non, c'est une passion. Je voulais absolument l'écrire parce que c'est vrai, c'est une histoire que j'ai quand même vécue et je voulais en parler aux femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parler de leur passion. Je crois qu'on est dans un monde où il faut taire l'amour. Quand on dit qu'on aime, c'est un peu c'est compliqué et je trouve que donner c'est la plus belle des choses et que les femmes ont envie de donner leur amour et que c'est vrai aujourd'hui. Pas tous, mais beaucoup d'hommes ne sont pas capables de recevoir car il y a un non-engagement des hommes. Et ce livre raconte la chute de cette femme. Je pense ne pas être la seule à chuter. Et vous espérez aider d'autres qui sont passés par Exactement. Il y a des moments qui sont très durs, mais il y a des moments aussi qui sont très drôles, où on voit le déséquilibre de l'homme, la façon dont je le transcris. Mais c'est vrai que si ce livre peut aider des femmes qui sont dans la passion, parce que c'est vrai que les femmes sont capables de donner et d'aller... Elles sont maso aussi, elles voient très bien que l'homme va pas très bien. Perdre parfois jusqu'à l'estime de soi? L'estime de soi, et on peut en mourir aussi. Moi, je connais des femmes qui sont mortes d'hommes, oui, bien sûr. Soit elles se sont donné la mort, soit le cancer a gagné le corps, et jusqu'à la fin, oui. Je trouve que l'amour, c'est formidable, mais dans l'amour... Ça passe forcément par la souffrance, à votre avis? L'amour ? Non, je pense pas, j'espère pas. Non, enfin, j'avais pas imaginé quand je commençais cette histoire que j'allais souffrir. Si on pense qu'une histoire d'amour, quand on la commence, on sait qu'on va pleurer ou en finir, on n'a pas envie de la commencer. Non, ce qui est beau, c'est tout cet espoir et ce retour de bâton qui vous prend comme une serpe. Alors certaines vont jusqu'à la mort, vous dites, mais est-ce qu'on peut s'en remettre quand même de... Regardez, je suis vivante, je suis là, j'ai eu la force et l'énergie de pouvoir écrire ce livre avec mon sang, ma vérité. Une thérapie. Non, je l'ai pas pris comme ça. Je l'ai vraiment voulu le faire donner aux autres. Évidemment, ça m'a fait du bien d'écrire. Je crois qu'on écrit parce que d'abord il faut pouvoir écrire, mais j'avais vraiment une envie. C'était obligatoire. Ça donnait un sens à ma vie. Moi qui aime bien donner du sens aux choses, je trouve que c'était important après une histoire aussi intense de pouvoir le coucher sur le papier et ensuite donner la possibilité à d'autres femmes, mais aussi à des hommes, parce que je sais que les hommes sont bouleversés par ce roman, de leur donner la possibilité de lire cette histoire. Ça s'appelle 1h14 et c'est publié chez l'éditeur. Oui. La vie politique se passe aussi et surtout parfois sur Internet. La preuve avec la chronique de Caroline Deschamps. Après la politique, la chanson, le foot, le théâtre, Bernard Tapie tisse sa toile et se lance dans le commerce en ligne. Un site qui devait s'appeler au départ les Combines à Nanar, selon la formule célèbre des Guignols de l'info. Il a finalement décidé de la jouer sobre, rédemption oblige. Le site s'intitule donc bernardtapie.com avec un slogan qui tue en forme de clin d'œil à Nicolas Sarkozy. Ensemble, tout devient moins cher. Une société de e-commerce montée avec son fils Laurent qui se propose de, je cite, redonner du pouvoir d'achat aux Français en leur permettant de faire des économies sur leurs factures de téléphone, sur leur crédit ou leur voiture. On est loin du bling-bling version années 80-90. C'est de gagner en bourse comme on jouait de billes. Initiative originale que vient de lancer Amnesty International, créer un réseau social des dictateurs anciens et actuels dans le monde. Sur le même principe que son grand frère Facebook, Tyranny Books se propose de faire découvrir les tyrans à travers des profils Mugabe, Karadzic ou encore Kim Jong-il. L'internaute peut échanger des informations avec les membres du réseau et créer des groupes pour dénoncer les faits et méfaits des dictateurs. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Ça, c'était en avril 2002. Mai 2010, Lionel Jospin fait son red carpet au Festival de Cannes, non pas en tant qu'homme politique, mais en tant qu'acteur. Qui l'eût cru? Lionel Jospin parmi les stars au Martinez pour le film Le nom des gens, dans lequel il fait une apparition aux côtés de Sarah Forestier et Jacques Gamblin. Et c'est au cri de Lionel, Lionel que Jospin a fait son tour sur la croisette. Un joli coup de pub pour le film et une réplique qui s'annonce déjà culte.
Un jeu spiniste, c'est devenu aussi rare qu'un canard mandarin sur l'île de Ré. Alors, on ose à peine poser la question, à quand Jospin et Tapi réunis sur les planches ? À noter dans l'agenda de la semaine prochaine et dès demain d'ailleurs, samedi, 6e sommet Union Européenne-Amérique latine et Caraïbes à Madrid. Lundi, Nicolas Sarkozy réunit les acteurs de l'agroalimentaire pour parler de la réforme de la PAC. Et puis mercredi, la présentation au Conseil des ministres du très controversé projet de loi qui interdit la burqa. On en a parlé au début de cette émission. Et puis la semaine prochaine, et on vient de le voir, se continue le Festival de Cannes avec la cérémonie de clôture prévue dimanche. Et pour en parler, nous sommes avec Guillaume Soulès. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes spécialiste du cinéma et professeur à l'université Paris 3 Sorbonne. Alors beaucoup de polémiques cette année au Festival de Cannes, même avant la projection des films. La politique s'est invitée dans cette 63e édition. Oui, enfin c'est pas tout à fait un phénomène récent puisque vous vous souvenez de la Palme d'Or de Michael Moore. Mais disons que c'est vrai que depuis quelques années, la politique revient en force dans le cinéma. C'est curieux, il y avait peut-être une sorte de retrait, une sorte de marée basse de la politique dans le cinéma dans les années 90 et puis quelque chose qui est revenu progressivement que je trouve très intéressant parce qu'il n'y a pas de raison que le cinéma ne s'intéresse pas à la politique. Et à l'inverse, est-ce qu'il peut changer la société? Est-ce qu'il peut faire évoluer le cinéma? Sans doute à long terme, oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés d'investissement du cinéma et de la politique ou du mariage entre cinéma et politique. Vous avez, moi je dirais par exemple quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que si on reprend un peu la formule de Chris Marker, le fond de l'air est vert en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films, des fictions, des documentaires qui sont écolos, qui nous font réfléchir. Alors ça peut prendre la forme d'un cours d'Al Gore dans son documentaire. Ça peut être aussi des films plus subtils, plus complexes. Donc voilà, il y a un retour. Il y a la question de la mondialisation qui revient, l'échange inégalitaire entre les continents. Donc voilà, pas mal de choses. Il n'y a pas que ça. Il y a le documentaire anti-Berlusconi qui a provoqué le boycott du ministre de la Culture italien. Il y a le film de Rachid Bouchareb très attendu sur la guerre d'Algérie. Finalement, on a l'impression que les rapports entre cinéma et politique sont très étroits. Voilà, ils se sont renoués, je dirais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait eu un retrait que maintenant. Le cinéma fait partie de notre espace public. Nous discutons en sortant de la salle de cinéma. Il y avait comme une bizarrerie dans le fait que les films en soient un peu privés en quelque sorte. Et alors il y a le terroriste Carlos qui lui râle et affirme que le film qui lui est consacré comporte des falsifications historiques. C'est aussi ce qu'on reproche au film Hors-la-loi de Rachid Bouchareb avant même qu'il soit projeté. Est-ce que le cinéma peut prendre des libertés avec la vérité, avec les faits? Je pense qu'il y a plusieurs genres dans le cinéma. Il y a des genres qui ne doivent pas prendre de liberté ou qui doivent expliquer leur méthodologie, ce sont les documentaires. Et puis il y a des fictions, et puis il y a des films historiques qui sont parfois entre les deux. Moi je dirais que le tout c'est que le réalisateur soit clair. Oui. C'est-à-dire qu'il nous dise ce qu'il fait et ce qu'il prétend faire, et qu'ensuite on discute en regardant le film, plutôt qu'avant. Avec des arguments, des séquences, des faits. Voilà. Parce que j'aime pas trop que, comme on remue des choses assez douloureuses, le massacre de Sétif ou parfois des choses dramatiques de cet ordre-là, et il faut prendre le temps, voilà, et observer les choses avec, parce que sinon il y a facilement, l'intérêt du cinéma, c'est qu'il nous plonge dans des formes d'actualité, et c'est heureux. Que le rapport à la politique soit pas uniquement à travers le film qui nous parlerait du Moyen-Âge ou de Charlemagne, ou, vous voyez, qu'on soit dans des choses plus proches, qui soient comme les débuts de la guerre d'Algérie, par exemple. Ça nous parle, ça nous intéresse. Oui. Et en l'occurrence, Rachid Bouchareb n'a pas prétendu faire un documentaire dans son film. L'important, c'est le débat. Et je dirais même que moi, ce que j'aime dans les films, c'est les films qui eux-mêmes comportent un débat. C'est-à-dire par opposition à Michael Moore qui nous fait une sorte de discours dans un seul sens. Oui, qui suscite voilà. Ce que j'aime, c'est qu'un film soit un lieu de débat lui-même, qu'il soit et parce que dans le fond, les spectateurs aussi débattent entre eux, et qu'il y ait cet échange, cette circulation. Voilà. Alors Stéphanie Bataille, chaque semaine, nous demandons à notre invité d'honneur d'amener un objet qui lui tient à cœur. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors je vous ai apporté mon agenda. Voilà.
Parce que je trouve qu'un agenda, il est très épais, oui, il y a beaucoup de choses. Moi, j'adore les ordinateurs, j'aime beaucoup ça, mais je trouve qu'avoir un agenda papier, c'est formidable. Voilà, donc ça raconte plein d'histoires, c'est sur une année, mais c'est vrai que j'ai une certaine nostalgie du passé, mais j'aime bien aussi le futur. Alors j'aime bien noter les anniversaires ou les moments clés de ma vie dans un agenda, et j'aime bien les feuilleter. Il y a un petit peu de tout, des tickets, des cartes, des pièces formidables que j'ai vues, comme la pièce Raoul avec James Thierry. Voilà, c'est une petite partie de mon histoire, de moi, voilà. J'ai à peu près la même chose. Merci beaucoup Stéphanie Bataille d'être venue commenter l'actualité avec nous. Merci à vous Guillaume Soulier. C'est la fin de cette émission, mais la soirée bien sûr continue sur Public Sénat, et à suivre, Jean-Marie Colombani invite. En politique, on a raison quand on est sincère. Ce principe a valu quelques déboires à Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous, on est en politique pour exprimer des points de vue, des convictions. Il faut faire attention à la manière dont on le fait, parce que si vous voulez, parfois ça peut être contre-productif, mais au bout du compte, là où on a eu raison, c'est là où on était sincère. Comment la personnalité la plus fantaisiste du gouvernement communique-t-elle? Comment jongle-t-elle entre ses exigences de sincérité et une certaine langue de bois inhérente à la vie politique? Toutes les réponses dans Déshabillons-les. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Bonjour, j'ai invité Esther Benbassa pour son dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations, et Emmanuel Beretta pour son hold-up de Sarkozy où il s'agit de télévision. Esther Benbassa, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. L'École pratique des hautes études, ce qui est une institution prestigieuse. Vous êtes universitaire connu, et vous avez beaucoup milité pour le rapprochement entre juifs et palestiniens, entre autres. Ça a été l'un de vos combats. Et là, vous avez présidé à l'édition d'un dictionnaire qui est publié chez Larousse, qui est intitulé « Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations ». En collaboration avec Jean-Christophe Attias. Alors peut-être on va commencer par vous demander l'origine de cette démarche. Dictionnaire ce qui existait de cette nature qui existait aux États-Unis, ancien, mais États-Unis, pays du communautarisme, et donc vous voilà avec un dictionnaire dans un pays la France, qui approche du communautarisme. C'est ça la raison de ce dictionnaire, ou bien Pas du tout, pas du tout. Bon, l'exclusion, c'est pour tout le monde. C'est pas la pauvreté, c'est pour les communautaristes ou pas. L'exclusion, c'est la pauvreté, c'est le rejet aussi de l'autre qui ne nous ressemble pas. Plus gros que la norme, plus petit que la norme, etc. Gaucher. Enfin, l'exclusion n'est pas seulement ethnique ni religieuse. L'exclusion atteint toutes les couches de la société pour diverses raisons. Et ce dictionnaire est la suite d'un long travail que nous faisons de rapprochement avec Jean-Christophe Attias depuis 2006 entre juifs et musulmans.